Les assiettes volèrent à travers la pièce comme des oiseaux affolés, s'écrasant contre le mur avec un bruit de verre brisé qui résonna comme un cri de guerre. Elsa, figée sur place, sentit la chaleur gluante des lasagnes s'abattre sur son épaule, coulant le long de son cou comme une lave traîtresse, tandis que sa mère hurlait « Tu n'es qu'une honte pour cette famille ». Maïlis, à ses côtés, bondit comme un fauve, ses yeux bleus étincelants de rage, et riposta d'une voix tranchante « Touchez-la encore, et je vous jure que ce Noël sera votre dernier ». Elsa cligna des yeux, le monde autour d'elle se brouillant dans un tourbillon de sauce tomate et de fromage fondu. C'était Noël, à Séville, dans cette maison andalouse aux murs blanchis à la chaux, où les guirlandes lumineuses dansaient au rythme d'un vent tiède venu de la Méditerranée. Mais rien n'était festif ce soir-là. La table, dressée avec soin nappe brodée, bougies parfumées à la cannelle, et au centre, ce plat de lasagne que sa mère, venue de France pour les fêtes, avait préparé avec une fierté presque agressive était maintenant un champ de bataille. Elsa, 25 ans, avait toujours su que ce moment arriverait. Elle avait fui Paris pour Séville 3 ans plus tôt, cherchant un refuge dans les ruelles étroites de El Albécin, où les flamencos résonnaient comme des cœurs battants. C'était là qu'elle avait rencontré Maïlis, une Française expatriée comme elle, une artiste aux mains tachées de peinture, qui peignait les paysages andalous avec une passion qui avait ensorcelé Elsa dès le premier regard. Maïlis, 28 ans, était originaire de Provence, avec ses cheveux blonds coupés courts qui encadraient un visage anguleux, marqué par des années de voyage et de cœur brisé. Elle avait fui un mariage arrangé, un fiancé qui l'étouffait, pour se perdre dans l'Espagne ensoleillée. Leur rencontre avait été un coup de foudre, comme dans ces romans français qu'Elsa dévorait adolescente, un soir de feria, sous les feux d'artifice, leurs mains s'étaient frôlées, et le monde avait basculé. Elles vivaient ensemble depuis 2 ans dans un petit appartement surplombant la cathédrale de Séville, où les cloches sonnaient comme des promesses. Mais ce Noël, Elsa avait invité sa mère, pensant naïvement que le temps avait adouci les cœurs. Madame Dupont, veuve stricte de 50 ans, aux cheveux grisonnants et au regard perçant, avait traversé les Pyrénées avec un mélange d'espoir et de suspicion. Elle savait pour Maïlis Elsa lui avait avoué dans une lettre tremblante mais elle espérait encore que ce n'était qu'une phase, une rébellion passagère. La soirée avait commencé paisiblement. Les rues de Séville bruissaient de chants de Noël, mélange de villancicos espagnols et de douces mélodies françaises que Madame Dupont fredonnait en cuisinant. Elsa et Maïlis avaient décoré l'appartement avec des crèches miniatures et des branches d'olivier. Mais au dîner, la tension avait monté comme une marée. Madame Dupont avait lancé des piques voilées. « Elsa, ma chérie, quand vas-tu penser à une vraie vie? Un mari, des enfants. » Maïlis avait serré les dents, ses doigts entrelacés à ceux d'Elsa sous la table. Puis, quand Elsa avait osé répondre « Maman, Maïlis est ma vie maintenant. Nous nous aimons, et c'est tout ce qui compte », le chaos avait éclaté. Les lasagnes, ce plat symbolique que Madame Dupont avait apporté de France, pour te rappeler tes racines, ma fille, était devenue une arme. Dans un geste de fureur, elle avait renversé le plat sur Elsa, comme pour la marquer d'une honte indélébile. La sauce brûlante avait taché sa robe rouge, choisie pour plaire à sa mère, et Elsa avait senti une douleur cuisante, non pas physique, mais au plus profond de son âme. Maïlis avait réagi instantanément, se plaçant entre elles, son corps tendu comme un arc. « Comment osez-vous » avait-elle crié, sa voix résonnant dans la petite pièce. Madame Dupont, les yeux emplis de larmes de rage, avait reculé, murmurant « Tu as choisi cette perversion au lieu de ta famille. » Elsa, essuyant la sauce de son visage, sentit une vague de nausée l'envahir. Ce n'était pas seulement l'humiliation, c'était le poids de années de silence, de regards fuyants, de prières chuchotées pour qu'elle revienne à la raison. Enfant, à Paris, elle avait grandi dans un appartement haussmannien, entouré de livres et de musique classique. Son père, décédé quand elle avait 10 ans, lui avait légué un amour pour la poésie de Baudelaire, des vers qui parlaient de passions interdites. Sa mère, enseignante rigide, avait tenté de la modeler en une jeune femme parfaite, étude de littérature à la Sorbonne, un futur mari respectable. Mais Elsa avait toujours su, au fond d'elle, que son cœur battait pour les femmes. Les premiers émois avec une camarade de classe, les nuits à rêver de baisers volés, tout cela avait culminé avec Maïlis, qui l'avait libérée. Ce soir-là, dans la chaleur étouffante de Séville, Elsa se défendit pour la première fois. Elle se leva,
les épaules droites malgré la sauce qui collait à sa peau, et dit d'une voix ferme, « Maman, si vous ne pouvez pas accepter qui je suis, alors partez. Mais je ne renoncerai pas à Maïlis pour vous plaire. » Les mots sortirent comme un torrent, libérateur. Maïlis la serra contre elle, murmurant des mots d'amour en français, leur langue commune, ce lien qui les unissait par-delà les frontières. Madame Dupont, choquée, s'assit lourdement, les mains tremblantes. La nuit de Noël, censée être de paix, s'était transformée en arène de vérité brutale. Au fil de la soirée, les tensions s'apaisèrent légèrement. Elles nettoyèrent le désordre en silence, les bruits de vaisselle couvrant les sanglots étouffés. Elsa raconta son enfance, ses doutes, ses joies avec Maïlis. Maïlis parla de sa propre fuite, de la liberté qu'elle avait trouvée en Espagne. Madame Dupont écouta, le visage fermé, mais une faille apparut dans son armure. Peut-être était-ce l'esprit de Noël, ou la fatigue du voyage, mais elle murmura enfin, « Je ne comprends pas, mais je t'aime, Elsa. » Ce n'était pas une acceptation, mais un début. La nuit s'étira, remplie de conversations murmurées, de souvenirs partagés. Séville, dehors, continuait sa fête, ignorant le drame intime qui se jouait. Le lendemain de Noël, Séville se réveilla sous un soleil timide, filtrant à travers les persiennes de l'appartement. Elsa, encore marquée par les événements de la veille, se blottit contre Maïlis dans leur lit au drap froissé. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça », murmura-t-elle, traçant du doigt les contours du tatouage de Maïlis, un olivier stylisé sur son épaule, symbole de leur vie andalouse. Maïlis l'embrassa doucement, ses lèvres chaudes contre sa tempe. « Tu t'es défendu, mon amour. C'est ce qui compte. » Mais au fond d'Elsa, une tempête rageait. La trahison de sa mère n'était pas seulement physique, c'était une négation de son identité, un rejet qui creusait un abîme dans son cœur. Madame Dupont avait passé la nuit sur le canapé, refusant de partir malgré la tension. Au petit déjeuner, l'atmosphère était lourde comme un ciel d'orage. Elles mangèrent des churros achetés la veille, trempés dans du chocolat épais, mais le goût était amer. Elsa évitait le regard de sa mère, se concentrant sur Maïlis qui racontait des anecdotes de son enfance provençale pour détendre l'air. Chez nous, Noël c'était des 13 desserts, pas des lasagnes lancées comme des grenades, plaisanta-t-elle, arrachant un sourire forcé à Elsa. Mais Madame Dupont, les yeux rougis, brisa le silence. « Je suis venue pour te ramener à la raison, Elsa. Cette vie. Ce n'est pas toi. » Les mots déclenchèrent une nouvelle vague de conflits. Elsa sentit la colère monter, une lave intérieure qui bouillonnait depuis des années. « Et qu'est-ce qui est moi, maman? Une vie étriquée à Paris, mariée à un homme que je n'aime pas. » Maïlis posa une main apaisante sur son bras, mais Elsa continua, sa voix montant en crescendo. Elle parla de ses années de solitude, de la pression familiale, de la découverte de son amour pour les femmes. Madame Dupont contre-attaqua, évoquant la tradition, la société, les regards des voisins. « Pense à ton père. Il aurait eu honte, » cria-t-elle. C'était la trahison ultime, invoquer le défunt pour justifier son intolérance. Maïlis, jusqu'alors silencieuse, intervint avec une calme fureur. « Madame, avec tout le respect, vous ne connaissez pas Elsa comme je la connais. Elle est forte, aimante, et notre amour est aussi vrai que n'importe quel autre. » Ces mots, prononcés avec un accent provençal chantant, touchèrent une corde sensible. Madame Dupont fondit en larmes, avouant sa peur de perdre sa fille unique. « Je t'ai élevée seule, Elsa. Je voulais te protéger. » Ce fut le début d'une confession profonde, sa propre jeunesse réprimée, un amour secret pour une amie d'enfance qu'elle avait étouffée par devoir. Elsa, stupéfaite, vit sa mère sous un nouveau jour non plus comme une tyran, mais comme une femme brisée par les normes. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Elles explorèrent Séville ensemble, marchant le long du Guadalquivir, visitant l'Alcazar avec ses jardins luxuriants. Maïlis peignit un portrait d'Elsa sous les orangers, capturant sa vulnérabilité. Mais les conflits persistaient. Une soirée, lors d'un spectacle de flamenco, Madame Dupont murmura à Elsa, « Elle est belle, Maïlis. Mais est-ce vraiment pour toujours ?» Elsa, blessée, répondit, « Oui, maman. Comme toi et papa. » Ce fut un pas vers la compréhension, mais la route était longue. Puis vint la trahison inattendue.
Maïlis, stressée par la présence de Madame Dupont, commit une erreur. Une nuit, après une dispute mineure avec Elsa sur des détails domestiques, elle sortit et rencontra une ancienne amante, une Espagnole flamboyante nommée Carmen. Ce ne fut qu'un baiser impulsif, sous l'influence du vin, mais Elsa le découvrit par un message mal effacé sur le téléphone de Maïlis. Le monde s'effondra. « Comment as-tu pu » hurla Elsa, les larmes coulant comme une pluie andalouse. Maïlis, repentante, s'agenouilla. « C'était une erreur, mon amour. La pression. Ta mère. Je t'aime plus que tout. » Mais le doute s'insinua, poison lent dans leur relation. Madame Dupont, témoin de la scène, prit le parti d'Elsa, la consolant comme une enfant. « Vois-tu ? Ces amours-là sont fragiles. » Elsa, déchirée, se réfugia dans les bras de sa mère, revivant les sécurités de l'enfance. Maïlis partit pour la nuit, errant dans les rues de Séville, son cœur en miettes. Elle peignit jusqu'à l'aube, des toiles sombres reflétant sa douleur. Le lendemain, elle revint, suppliante, avec un bouquet d'orangers. « Pardonne-moi, Elsa. Je suis humaine, imparfaite, mais à toi pour toujours. » Elsa, après une nuit d'insomnie, accepta de parler. Elles s'assirent sur le balcon, face à la cathédrale illuminée. Maïlis raconta son passé, des relations éphémères, la peur de l'engagement, mais avec Elsa, c'était différent. « Tu es mon encre, ma muse. » Elsa, touchée, sentit l'amour renaître, plus fort dans la vulnérabilité. Madame Dupont, observant de loin, commença à voir la profondeur de leur lien. Ce fut un tournant, la trahison, au lieu de détruire, renforça leur couple. Les semaines passèrent, Noël s'éloignant comme un souvenir doux amer. Madame Dupont prolongea son séjour, apprenant à connaître Maïlis. Elles cuisinèrent ensemble pas de lasagne, mais des paellas et des bouillabaisse fusionnées. Elsa vit sa mère sourire pour la première fois à une blague de Maïlis. Le conflit interne persistait, mais l'amour familial se frayait un chemin. Le printemps arriva à Séville comme une explosion de couleurs, les patios fleuris de géraniums et les processions de Semana Santa remplissant les rues de ferveur. Elsa et Maïlis, fortifiées par la crise, planifiaient un voyage en Provence pour l'été, un retour aux racines de Maïlis. Madame Dupont était repartie à Paris, mais pas sans promesse de visite future. « Je t'aime, ma fille, et j'essaierai d'aimer Maïlis aussi », avait-elle dit à l'aéroport, les yeux humides. Elsa avait pleuré, sentant un pont se construire sur l'abîme. Mais les ombres du passé ressurgissaient. Carmen, l'ancienne amante de Maïlis, réapparut, envoyant des messages insistants. Maïlis les ignora, mais Elsa, rongée par le doute, fouilla son téléphone un soir. Elle trouva des réponses ambiguës, pas de trahison flagrante, mais assez pour raviver la douleur. « Pourquoi ne l'as-tu pas bloqué » accusa-t-elle, sa voix brisée. Maïlis, surprise, expliqua, c'était du passé, je ne voulais pas être impolie. Mais pour Elsa, c'était une nouvelle fissure. Le conflit culmina lors d'une fête andalouse. Sous les lumières de la feria de Abril, amide les robes à volants et les chevaux parés, Elsa confronta Maïlis publiquement. « Si tu n'es pas sûre, dis-le-moi, hurla-t-elle au milieu de la foule. Maïlis, les larmes aux yeux, répondit, « Je suis sûre, mais toi, tu doutes de nous. » Elles se séparèrent dans la nuit, Elsa rentrant seule, le cœur en lambeaux. Seule dans l'appartement, Elsa appela sa mère. Madame Dupont, à Paris, écouta patiemment. « L'amour n'est pas parfait, ma chérie. Mais si elle te rend heureuse, bats-toi. » Ces mots, venant d'elle, furent un choc. Elsa réalisa que sa mère avait évolué, acceptant progressivement leur relation. Inspirée, elle partit à la recherche de Maïlis, la trouvant dans son atelier, peignant furieusement. La réconciliation fut intense, passionnée. Elles firent l'amour sous les toiles inachevées, leurs corps entrelacés comme des racines d'olivier. « Je t'aime, Elsa, plus que les mots ne peuvent dire », murmura Maïlis. Elsa, en larmes, répondit, « Moi aussi. Promettons de nous faire confiance. » Ce fut un nouveau départ, plus profond, marqué par la vulnérabilité. Mais le destin frappa. Madame Dupont appela un jour, sa voix tremblante, « J'ai un cancer, Elsa. » Avancez. Le monde bascula.
Elsa et Maïlis prirent le premier vol pour Paris. À l'hôpital, Madame Dupont, amaigrie, serra la main de Maïlis. « Prends soin d'elle », dit-elle faiblement. Ce fut l'acceptation finale, née de la proximité de la mort. Les mois suivants furent un mélange de joie et de tristesse. Elsa et Maïlis soutinrent Madame Dupont dans ses traitements, alternant entre Paris et Séville. Leur amour s'approfondit, nourri par l'adversité. Maïlis peignit une série de tableaux inspirés de leur histoire, des femmes enlacées sous des ciels espagnols, symboles de résilience. Un soir d'été, à Paris, sur les bords de la Seine, Elsa posa une question, « Épouse-moi, Maïlis ». Maïlis, surprise, accepta avec un baiser. Madame Dupont, en rémission, assista à la cérémonie intime en Espagne, versant des larmes de joie. « Je suis fière de toi, ma fille », murmura-t-elle. Pourtant, la vie n'était pas un conte de fées. Des disputes mineures persistaient, des doutes fugaces. Mais leur lien, forgé dans le feu, tenait bon. Séville devint leur havre, où elles élevèrent un chat errant, symbole de leur famille choisie. L'automne revint, enveloppant Séville d'une lumière dorée. Elsa et Maïlis, mariées depuis 6 mois, organisaient leur premier Noël ensemble comme une famille unie. Madame Dupont, guérie mais affaiblie, vint de Paris, portant un cadeau inattendu, une recette de lasagne révisée, sans lancer cette fois, plaisanta-t-elle. Le rire remplit la pièce, effaçant les souvenirs amers. La table fut dressée avec soin, plats français et espagnols fusionnés, symbole de leur union. Elsa, radieuse dans une robe neuve, embrassa Maïlis sous le gui. « Joyeux Noël, mon amour !» Madame Dupont leva son verre, à l'amour, sous toutes ses formes. Ce fut un moment de paix, humain et profond. Mais la vie, imprévisible, testa leur résilience une dernière fois. Maïlis reçut une offre d'exposition à New York, impliquant un séjour de plusieurs mois. Elsa, attachée à son travail d'enseignante à Séville, sentit la peur l'envahir. « Et si la distance nous sépare ?» demanda-t-elle. Maïlis la rassura, « Notre amour a survécu à pire. Nous irons ensemble, ou je refuserai. » Elles choisirent le compromis, Maïlis partit pour 3 mois, Elsa la rejoignant pour des visites. Les appels nocturnes, les lettres d'amour tout renforça leur lien. À son retour, Maïlis rapporta des toiles vendues, et une nouvelle, « J'ai peint notre histoire. Elle touche les gens. » Madame Dupont, de son côté, fonda un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBT en France, transformant sa douleur en aide pour les autres. Grâce à toi, Elsa, j'ai appris. Leur relation, autrefois brisée, fleurit en une amitié profonde. Le point culminant vint lors d'un anniversaire, Elsa découvrit qu'elle était enceinte via une insémination, un rêve partagé. Maïlis pleura de joie, Madame Dupont devint une grand-mère enthousiaste. L'enfant, une fille nommée Hope, symbolisa leur victoire sur l'adversité. Des années plus tard, assise sur un balcon sévillan, Elsa raconta leur histoire à Hope. « Ta grand-mère a versé des lasagnes sur moi un Noël, mais j'ai appris à me défendre. Et l'amour a gagné. » Maïlis, à ses côtés, ajouta, « C'est une histoire de cœur brisé et réparé, de trahison pardonnée, de vie entrelacée. » La conclusion était humaine, pas un happy end parfait, mais une vie riche en émotions, où l'amour triomphait des ombres. Séville, avec ses chants éternels, berçait leur famille, rappelant que les passions, comme les flamencos, étaient intenses et éternelles.